En 1939, des millions d'hommes ont été envoyés au combat. Mais tous n'étaient pas égaux. Certains portaient les armes les plus redoutables jamais conçues. D'autres portaient des reliques de la Grande Guerre, des munitions incompatibles, et parfois, rien du tout. Aujourd'hui, nous allons classer chaque nation de la Seconde Guerre mondiale selon l'équipement réel de son fantassin. Pas les généraux, pas les chars. L'homme ordinaire, au sol, sous les balles. Qui était vraiment le mieux armé? La réponse va vous surprendre. Le fusil Hagnan, type 88. L'arme principale de l'armée nationale révolutionnaire chinoise était techniquement dépassée avant même que la guerre éclate. Ce fusil à verrou, dérivé d'un modèle allemand des années 1880, utilisait un système de chargeur en bloc réputé pour ses enrayages fréquents dans les conditions boueuses du terrain chinois. Sa balistique datait d'une autre époque. Face à une armée japonaise moderne et agressive, le soldat chinois se battait avec un outil inadapté, reflétant non pas un manque de courage, mais une catastrophe industrielle profonde. Le fusil type 24 Chang Kek. Tentative de modernisation sérieuse, le type 24 était une copie robuste du Mauser allemand Standard Model, chambré en 7,92 mm. Il offrait une précision correcte et une fiabilité améliorée par rapport aux armes plus anciennes. Cependant, la production ne pouvait jamais suivre le rythme des pertes subies face à l'invasion japonaise. Une division chinoise pouvait simultanément utiliser 3 calibres différents et incompatibles, transformant chaque ravitaillement en munitions en véritable cauchemar logistique. L'arme était correcte, le système qui la soutenait était brisé. La mitrailleuse légère ZBVZ. 26. Dans cet arsenal défaillant, une arme brillait véritablement, la ZBVZ. 26 tchécoslovaque. Alimentée par un chargeur courbe de 20 cartouches monté sur le dessus, refroidi par air, cette mitrailleuse légère était fiable, précise et d'une efficacité redoutable au niveau du feu de soutien. Elle constituait l'épine dorsale de la résistance chinoise dans les positions défensives. Malheureusement, leur nombre était dramatiquement insuffisant. Des compagnies entières n'en possédaient aucune, laissant les fantassins rationnés à parfois 10 cartouches par homme face à un ennemi motorisé. Le fusil Carcano, Modelo, 1891. Souvent caricaturé, le Carcano 1891 était en réalité un fusil à verrou solide et fiable, chambré en 6,5 mm Carcano, une cartouche légère offrant un faible recul et une bonne pénétration. Son chargeur fixe de 6 cartouches lui conférait un léger avantage de capacité sur les standards de l'époque. Le problème n'était pas le fusil lui-même, mais la décision catastrophique du régime de Mussolini d'entamer une transition vers le calibre 7,35 mm sans jamais la finaliser, inondant la chaîne logistique de 2 munitions quasi identiques mais totalement incompatibles au combat. La mitrailleuse légère Breda Modelo 30. Qualifier cette arme de défaillante serait un euphémisme. La Breda Modelo 30 était une catastrophe industrielle portée à l'épaule. Elle tirait en culasse fermée, ce qui provoquait des départs en chambre lors des tirs prolongés. Son système d'alimentation par bande rigide de 20 cartouches, chargées manuellement une à une, ralentissait dramatiquement la cadence réelle. Mais son défaut le plus fatal restait son système de lubrification intégré. En Afrique du Nord, l'huile attira le sable et la poussière, transformant l'arme en presse-papier métallique inutilisable en quelques minutes d'engagement. Le fusil MAS-36. Le MAS-36 était une arme de guerre pensée pour la guerre moderne. Trapu, robuste, chambré en 7,5 mm français, il intégrait une poignée de culasse coudée vers l'avant, conçue pour permettre une manipulation rapide en position allongée. Léger et maniable, il surpassait techniquement la plupart des fusils hérités de la Grande Guerre. Le problème était brutal. Seulement 250 000 exemplaires étaient disponibles en mai 1940.
La grande majorité des fantassins français portaient toujours de vieux Lebel et Berthier en calibre 8 mm, un anachronisme logistique face à la Wehrmacht en pleine progression. La mitrailleuse légère FM 24/29. La FM 24/29 est souvent l'une des armes les plus sous-estimées du conflit. Alimentée par un chargeur de 25 cartouches, elle proposait un double mécanisme de détente permettant de basculer entre le tir semi-automatique et le tir automatique selon la situation tactique. Sa fiabilité et son maniement en faisaient une arme supérieure aux Bren britanniques en termes de légèreté. Là encore, les chiffres de production étaient insuffisants. Une ingénierie remarquable, sabotée par une mobilisation industrielle beaucoup trop tardive pour stopper l'offensive allemande de juin 1940. Le pistolet mitrailleur MAS-38. Le MAS-38 était une arme d'une sophistication étonnante pour l'époque, arborant une ligne futuriste et une finition de haute qualité. Chambré en 7,65 mm long, il était précis, bien équilibré et parfaitement adapté au combat urbain rapproché. Sa crosse inclinée et son boîtier compact en faisaient un outil idéal pour les unités motorisées et les forces de sécurité. Malheureusement, il fut produit en quantités anecdotiques avant la capitulation française. Une arme géniale, arrivée trop tard dans une nation trop peu préparée à la vitesse de la guerre moderne. Le fusil Arisaka type 99. Le type 99 était l'un des fusils à verrou les plus solides jamais fabriqués en série. Chambré en 7,7 mm, il offrait une puissance de feu accrue par rapport à la génération précédente en 6,5 mm. Sa caractéristique la plus remarquable était son canon chromé de série, une innovation unique à l'époque. Dans les jungle humides et corrosives du Pacifique, cette protection intérieure empêchait la détérioration du canon, garantissant un tir fiable là où les armes ennemies pouvaient rouiller et dysfonctionner. Une arme excellente, pénalisée par une doctrine tactique trop rigide. La mitrailleuse légère type 99. Directement inspirée du Bren britannique, la mitrailleuse légère type 99 en était une version japonaise efficace et précise. Alimentée par un chargeur courbe de 30 cartouches en 7,7 mm, elle offrait une cadence de tir contrôlée permettant une suppression précise à moyenne portée. Sa construction robuste garantissait son fonctionnement dans les conditions extrêmes des théâtres d'opérations asiatiques. Les Japonais la montaient souvent avec une baïonnette, reflet de leur philosophie offensive et de leur doctrine centrée sur l'assaut rapide et la prise de terrain à l'arme blanche. Avant de révéler qui occupe les 4 premières places, voici une question pour vous. Pensez-vous qu'une cadence de tir élevée compense une mauvaise précision ? Répondez dans les commentaires. Je lis chaque message. Le fusil Mosin Nagant modèle 1891/30. Le Mosin Nagant n'était pas une arme élégante. Son équilibre était médiocre, sa culasse parfois collante, et sa finition rugueuse trahissait une fabrication industrielle sans souci de l'esthétique. Mais il fonctionnait. Chambré en 7,62 x 54 mm rimé, il délivrait une puissance de pénétration capable de traverser des couverts qu'autres fusils ne pouvaient entamer. Avec plus de 37 millions d'exemplaires produits, l'armée rouge avait résolu l'équation fondamentale de la guerre industrielle, l'abondance supplée à la sophistication. Le soldat soviétique pouvait être tué, mais jamais désarmé. Le pistolet mitrailleur PPSH-41. Le PPSH-41 n'était pas seulement une arme, c'était une doctrine de combat matérialisée en métal estampé. Alimenté par un chargeur tambour de 71 cartouches en 7,62 x 25 mm Tokarev, il crachait jusqu'à 900 coups par minute. En 1943, des sections soviétiques entières en étaient exclusivement équipées. Dans les combats urbains acharnés de Stalingrad ou dans les ruines de Berlin, une escouade de PPSH pouvait submerger une position allemande avant que les soldats adverses aient eu le temps de recharger leurs fusils à verrou.
Une arme brute, décisive, parfaitement adaptée à la guerre soviétique. La mitrailleuse légère DP-27. Surnommée la plaque de gramophone en raison de son chargeur disque plat de 47 cartouches, la DP-27 était l'arme de soutien par excellence de l'infanterie soviétique. Sa conception simple réduisait les risques de panne dans le froid extrême du front de l'Est, là où les lubrifiants épais des armes allemandes pouvaient geler et paralyser les mécanismes. Fiable, puissante et facile à entretenir par des soldats peu qualifiés, elle constituait la colonne vertébrale du feu de suppression soviétique, permettant aux sections PPSH de manœuvrer et d'avancer malgré les positions ennemies. Le fusil numéro 4 MK Lee-Enfield. Si un seul fusil à verrou mérite le titre de meilleur jamais produit, c'est le Lee-Enfield. Son chargeur amovible de 10 cartouches doublait la capacité de ses équivalents allemands et américains. Son mécanisme à culasse arrière permettait un recyclage d'une vélocité exceptionnelle. Des soldats entraînés réalisaient la minute folle, plaçant 20 à 30 coups précis en 60 secondes. Ce rythme de tir surpassait celui de nombreuses armes semi-automatiques de l'époque. Le Lee-Enfield ne compensait pas l'absence d'armes automatiques, il en rendait presque l'absence tolérable. La mitrailleuse légère Bren. La Bren était à l'infanterie britannique ce que le scalpel est aux chirurgiens. Précise, fiable, et entre de bonnes mains, absolument létale. Chambrée en .303 British, le même calibre que le Lee-Enfield, elle représentait un rêve logistique. Sa cadence modérée de 500 coups par minute permettait une suppression précise et soutenue sans épuiser les munitions. Contrairement à la MG42 allemande qui consommait des bandes entières en seconde, le Bren permettait un tir maîtrisé, permettant à une escouade de maintenir sa pression sur une position ennemie sur une durée prolongée. Le pistolet mitrailleur Sten. Le Sten ressemblait à une tuyauterie de plombier assemblée dans un atelier de banlieue. Il coûtait l'équivalent de quelques livres sterling à produire. Et pourtant, il fonctionnait. Dans les ruelles normandes, les forêts italiennes et les maquis français, le Sten délivrait une cadence de tir suffisante en combat urbain rapproché. Sa conception simplissime permettait une production de masse rapide et une distribution aux résistances européennes. L'armée britannique avait compris quelque chose d'essentiel. Une arme imparfaite entre les mains de chaque soldat vaut mieux qu'une arme parfaite en rupture de stock. Le carabinet 98K. Le carabinet 98K était l'héritier d'une tradition d'excellence allemande en matière d'armurerie. Raccourci et allégé par rapport au Gewehr 98 de la Grande Guerre, il offrait une précision remarquable et une robustesse éprouvée sur tous les fronts. Chambré en 7,92 mm Mauser, il délivrait une puissance terminale supérieure à la plupart de ses contemporains. Son mécanisme à 5 cartouches et sa culasse à extraction longue le rendaient cependant lent en combat rapproché. Le soldat allemand était avant tout un combattant de précision, mais la guerre moderne allait exiger bien davantage que de la précision. La mitrailleuse MG42. Nulle autre arme de la Seconde Guerre mondiale ne provoqua autant de terreur psychologique. La MG42 tirait à 1200 coups par minute grâce à son mécanisme à galets et son boîtier en tôle emboutie. Son bruit distinctif, décrit comme un déchirement de tissu à très grande vitesse, était reconnaissable entre mille et paralysait instinctivement les soldats ennemis. Une seule équipe pouvait fixer une compagnie entière. La doctrine allemande était entièrement construite autour d'elle. Les fantassins ne manœuvraient pas pour tirer. Ils manœuvraient pour alimenter la mitrailleuse. Le Sturmgewehr 44. Le Singer 44 était une révolution armée. Premier véritable fusil d'assaut de l'histoire, il chambrait la cartouche intermédiaire 7,92 mm Kurz, offrant une combinaison inédite de cadence automatique et de précision à portée moyenne. Il comblait le vide tactique entre le fusil de précision et le pistolet mitrailleur, permettant à un seul soldat de remplir plusieurs rôles de combat. Mais l'histoire de cette arme est aussi une tragédie.
Elle arriva trop tard, fut produite en nombres insuffisants et ne put changer le cours d'une guerre déjà perdue sur les fronts est et ouest. Le fusil M1 Garand. Le général Patton l'appelait le plus grand outil de combat jamais conçu. Ce n'était pas de l'hyperbole. Pendant que les fantassins allemands et britanniques recyclaient leurs culasses manuellement entre chaque tir, chaque fantassin américain disposait d'un fusil semi-automatique à rechargement automatique par gaz, capable de délivrer 8 cartouches en .30-06 aussi vite que la gâchette pouvait être pressée. Une escouade américaine pouvait projeter plus de feux visés en 1 minute qu'une escouade allemande équipée d'une MG42. Le Garand ne changeait pas les règles de l'engagement. Il les réécrivait entièrement. Le Browning Automatic Rifle M1918A2. Le BAR n'était pas une mitrailleuse légère conventionnelle. C'était une arme d'assaut mobile, conçue pour avancer avec l'infanterie plutôt que de l'ancrer en position défensive. Alimenté par un chargeur de 20 cartouches en .30-06 et capable de tir automatique soutenu, il conférait à chaque escouade une puissance de suppression déployable en mouvement. Sa conception permettait à un seul homme de maintenir le feu pendant qu'une ligne entière progressait. Si le tireur BAR tombait au combat, chaque riflement restant était toujours armé d'un fusil semi-automatique. La redondance de puissance de feu américaine était absolue. Le pistolet mitrailleur M1 Thompson. Le Thompson M1A1 était le symbole du combattant américain dans les rues d'Europe et les îles du Pacifique. Chambré en .45 ACP, il délivrait des projectiles lourds à faible vitesse, dévastateurs dans les engagements à courte distance. Sa robustesse légendaire lui permettait de fonctionner dans la boue des hedgerows normands, le sable d'Iwo Jima ou la neige des Ardennes. Sa cadence de tir modérée améliorait le contrôle du servant. Combiné au Garand et au BAR au sein de la même escouade, il complétait une saturation de feu à toutes les distances que nulle autre nation ne pouvait égaler. Quelle nation avez-vous été surpris de voir si bien ou si mal classée? Dites-moi dans les commentaires, et si vous pensez que le classement est injuste, défendez votre position. Le meilleur argument sera épinglé.